Bonjour, bienvenue sur le petit podcast. Je suis Jérémy, kinésithérapeute, passionné de pédiatrie et également jeune papa. Ce podcast est dédié aux parents et aux professionnels de santé souhaitant ouvrir leur esprit et ouvrir leurs connaissances face à la multitude de prises en charge qu'on peut retrouver chez nos tout petits. Suivez-nous sur nos diverses pages Facebook, Instagram et TikTok. Partagez également nos versions longues sur YouTube et Spotify. On commence sans attendre ce nouveau podcast. Merci pour votre confiance et merci pour votre écoute. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans le petit podcast. Donc, c'est un podcast, je le rappelle, qui parle de pédiatrie exclusivement. On parle de médical, de paramédical et de médecine parallèle. Aujourd'hui, on a la chance d'être très médical. On accueille le docteur Van der Gugten, qui est orthopédiste chirurgien pédiatrique, qui va nous parler de ce monde de l'orthopédie qui est parfois un peu compliqué à aborder pour les parents, mais qui est aussi spécialisé dans les scolioses. On va essayer de démystifier un peu la scoliose dans sa globalité, dans sa prise en charge. Qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital en conservateur ou en chirurgie. Un sujet parfois un peu compliqué. On va aborder tout ça avec le docteur ici et maintenant. Bonjour docteur, merci d'être là avec nous. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser simplement comme première question de vous présenter globalement votre parcours aussi professionnel et qui vous êtes? Oui, donc moi je suis orthopédiste pédiatrique, purement pédiatrique, hein, je ne fais que m'occupe que des enfants. Je suis originaire de la région de Charleroi et donc voilà, j'y suis resté tout le temps. J'ai fait beaucoup de scoutisme quand j'étais plus jeune. Ensuite, j'ai été formé à l'UCL et très vite j'ai voulu faire la chirurgie pédiatrique. Au départ, je voulais faire la chirurgie cardiaque pédiatrique. Et puis, il s'est vite avéré que ce n'était possible vraiment que dans les gros centres universitaires. Et comme j'aime pas trop la ville, j'aime pas trop Bruxelles, j'avais pas trop envie d'habiter Bruxelles, donc je me suis D'accord. après rapproché très vite du professeur d'hockey à Saint-Luc. Et déjà étudiant, j'ai déjà commencé beaucoup de recherches aussi en anatomie. Et rapidement, j'ai su que je voulais faire l'orthopédie pédiatrique. Et donc voilà, j'avais déjà fait de la recherche quand j'étais étudiant. Et ensuite, j'ai fait ma formation après les 7 ans de médecine. Formation de 6 ans d'assistanat, dont 2 ans avec professeur d'hockey à Saint-Luc. Et ensuite, j'ai fait une 7e année comme chef de clinique aux hôpitaux pédiatriques de Lyon, Mhm. surtout là pour la scoliose et pour le genou de l'enfant, avec deux super patrons. On a fait une super équipe, deux super patrons. Franck Chotel pour le genou, qui est vraiment connu dans le monde entier, et Vincent Cunin pour la scoliose. Et j'ai énormément appris avec eux. Et puis voilà, maintenant j'essaye, en revenant, j'ai essayé d'appliquer un petit peu les recettes que j'avais apprises à Lyon. Ok. Et là, à l'heure actuelle, du coup, on peut vous retrouver au Grand Hôpital de Charleroi. Oui, donc je suis essentiellement au Grand Hôpital de Charleroi à 9/10 quand même là-bas. Ah oui. Enfin, plutôt 8 parce que j'ai un dixième détaché à Notre-Dame-de-Grâce à Gosselies. Et un dixième encore à Saint-Luc pour les scolioses neuromusculaires, donc des patients qui ont des maladies neuromusculaires ou les patients un peu polyhandicapés, les patients fragiles qui ont D'accord. besoin de soins intensifs pédiatriques bien, Bien bien spécifique. organisés. Ah oui. Voilà. Ok. Alors, on va, avant d'aborder le côté vraiment pragmatique, plutôt une question humaine. On a tendance à voir les chirurgiens comme des gens très techniques. Comment vous faites, vous, pour garder ce lien, ce côté très humain, finalement, parce que la pédiatrie, c'est quand même c'est ça qui compte aussi pour nos enfants, pour les aborder. C'est un peu différent quand même que d'aborder un adulte. Oui. Comment vous faites pour aborder vos petits patients? Mais donc c'est vrai que dans mon service, on est 18 orthopédistes et je suis un peu en dehors du lot, hein, en effet. La plupart de mes collègues ont 2 salles d'opération par semaine où c'est c'est bien rodé, prothèse de genou, prothèse de genou, prothèse de hanche, et cetera. Moi, c'est pas du tout le cas, hein. Moi, j'ai 90 de consultations où là, on n'est pas technique, en fait, hein. On est un peu comme un pédiatre, où Ouais, surtout ouais. on rassure beaucoup les parents parce que la plupart des problèmes, enfin des patients qui viennent nous voir présentent finalement pas énormément de problèmes. Mhm. Ensuite, dans le côté chirurgical, beh, on est quand même, assez technique, hein. On est vraiment, moi je dis toujours, on est un petit peu les mécaniciens du squelette de l'enfant. Et donc là, oui, on est dans la partie chirurgicale, on est assez technique. Mais donc ce qui est de la consultation, nous, là, ça se passe un peu comme dans une consultation de pédiatrie. On fait surtout, rassurer en fait, hein. On Mhm. rassure beaucoup. Et puis après, quand il y a un problème, on dit qu'on est là comme, technicien pour,
finalement régler le problème. Ok. Et qu'est-ce que vous rencontrez finalement comme cas les plus fréquents dans votre cabinet? Quels sont les grands classiques qu'on voit en cabinet de pédiatrie? Puis Oh ben, surtout, le grand numéro un, enfin je sais pas si on aborde les points maintenant, hein. Le grand numéro un, c'est les démarches en rotation interne, hein, les pieds qui tournent. ah, les pieds qui Il y a tournent, des oui. journées où c'est quasiment 50% des patients qui viennent pour ça. Ah oui, Pieds qui tournent et pieds plats aussi, c'est les deux les sujets deux phares. sujets numéro un de tout orthopédiste pédiatrique, oui. Ah oui, incroyable. Et donc du coup, ce sujet-là, est-ce que justement, vous pouvez nous dire à quel moment il faut s'en inquiéter et à quel moment ça nécessite vraiment une visite chez le spécialiste? Oui, ben donc d'abord on va d'abord peut-être parler des pieds qui tournent, hein, donc là, surtout la démarche en rotation interne. Oui. Alors, le plus fréquent, c'est vraiment dû à l'hyperantéversion fémorale, hein. Je ne sais pas si je peux mettre debout pour montrer. Oui, oui. Donc, je ne sais pas si ça va peut-être zoomer. Est-ce qu'on est dans le cadre? Ouais. Sinon, on coupera après. Donc, l'hyperantéversion fémorale, les hanches, les cols du fémur vont en fait trop en avant. Ce qu'il faut vraiment se mettre debout pour comprendre. Les cols du fémur vont trop en avant. Et puis, pour recentrer les hanches, pour avoir des hanches qui fonctionnent en marchant, l'enfant recentre ses hanches comme ça. Et donc, tout ce qui est sous les hanches tourne vers l'intérieur. Les genoux rentrent, les pieds rentrent. Et donc, c'est ça la démarche en rotation interne. Et Ok. donc, tous les enfants naissent avec une hyperantéversion fémorale importante qui diminue progressivement avec l'âge, hein. Ça peut être jusqu'à 40 degrés chez les petits enfants avant 5 ans. Et puis, à l'âge adulte, vous et moi, normalement, c'est entre 15 et 20 degrés, plutôt 15 chez les hommes et 20 degrés chez les femmes. Et donc, cette antéversion fémorale a tendance naturellement à diminuer, sans rien faire. Oui, oui. Et donc, a priori, tous les enfants ont tendance à avoir une démarche en rotation interne et ça s'améliore chez tout le monde en grandissant. Alors évidemment, c'est très variable. Il y a des enfants qui marchent plus en rotation interne que d'autres. Et alors, il y a deux choses qui, qui favorisent un petit peu la persistance un petit peu plus longtemps d'une hyperantéversion fémorale importante. C'est les enfants qui s'asseyent en W, hein, ils s'asseyent, c'est facile, hein. Au début, les enfants, ils vont à quatre pattes, et puis, hop, ils s'asseyent pour jouer, hop, ils se mettent sur les fesses, et finalement, ils sont en W avec les pieds vers Oui. l'extérieur. Et donc ça pousse vraiment les hanches à rester en avant, hein. L'os, il s'adapte aux contraintes. Euh, il grandit en fonction des contraintes qu'on lui soumet. Et donc, si on lui met tout le temps des contraintes qui le poussent vers l'avant, ben, il va avoir tendance à rester en hyperantéversion fémorale. Et donc, euh, on suggère du coup pour ces patients-là d'attendre, hein, d'abord. On rassure les parents en disant que l'évolution naturelle, c'est que ça va s'améliorer. Mhm. Et si l'enfant a une tendance à plutôt s'asseoir en W à genoux, ben, on le conseille plutôt de favoriser l'inverse, c'est-à-dire plutôt les positions antérieures pour plutôt pousser les fémurs dans l'autre sens. Oui, tout à fait. Maintenant, il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques de ça, hein. J'ai des collègues qui vont un petit peu, qui sont un petit peu contrariés quand on donne ça comme explication aux parents en disant que de toute façon, c'est vrai que ça va s'améliorer tout seul sans rien faire. Mais c'est vrai que chez un enfant qui s'assied toujours en W, on est persuadé, même s'il n'y a pas vraiment de preuve de ça, que ça va avoir tendance à favoriser la persistance de ça Ok. un peu plus longtemps. Vous écoutez le petit podcast. Voilà, donc ça c'est vraiment la consultation numéro 1, c'est la démarche d'orientation interne. Et pour ça, on ne fait souvent que rassurer. Alors souvent, j'embraye là-dessus pour parler des pieds plats, c'est-à-dire souvent pour la démarche orientation interne, les parents, la visite médicale, les médecins traitants, les pédiatres l'envoient pour mettre des semelles, hein, parce qu'on a l'impression que comme c'est les pieds qui rentrent, on voit les pieds qui rentrent, or qu'en fait le problème C'est est les aux hanches. hanches. On a envie de régler un problème de pied en mettant des semelles dans les chaussures pour essayer de pousser les pieds vers l'extérieur. Mais comme c'est vraiment un trouble rotationnel, on peut mettre toutes les semelles qu'on veut, ça ne changera rien. Ouais, On ne tout à saura fait. pas faire tourner les fémurs avec des semelles. Donc pour ce problème-là, les semelles orthopédiques n'ont vraiment, orthopédiques, podologiques, posturologiques, peu importe, Oui, n'ont oui, oui. vraiment aucun intérêt. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que là, vous parlez que ça s'efface petit à petit avec le temps, mais à Ouais, quel moment on doit s'en inquiéter? jamais, Jamais? jamais. Jamais parce que c'est un problème qui est que esthétique. Ah Finalement, oui. on voit l'enfant qui marche avec les pieds vers l'intérieur. Alors c'est sûr que le petit enfant dans la cour de récré en maternelle qui a une hyperantéversion fémorale importante avec les pieds qui rentrent fort, ben, il peut s'en mêler les pieds et Ouais, tomber plus je vite. vois. Hein, tous les enfants, enfin beaucoup d'enfants tombent souvent, mais encore plus quand ils sont en démarche en rotation Mhm. interne. Mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Alors si vraiment à l'adolescence,
Donc cette hyperantéversion fémorale diminue progressivement et on estime qu'après 10 ans, ça ne bouge plus énormément. Et donc si après 10 ans, l'enfant marche vraiment encore avec les pieds forts vers l'intérieur et que ça pose un problème, et encore une fois, ça ne pose jamais de problème fonctionnel, hein, on voit quand même rarement des adolescents qui s'en mêlent encore les pieds parce que les pieds rentrent. C'est surtout esthétique. Rarement, on peut proposer une osteotomie de dérotation. C'est-à-dire que là, si à 15 ans, les pieds tournent toujours de 30 degrés vers l'intérieur, on peut faire une opération, on coupe les fémurs, on les tourne de 30 degrés vers l'extérieur, on met une petite plaque et des vis, hop, et on fixe tout dans la bonne position. Ça, le problème, il est réglé du jour au lendemain. Mais c'est exceptionnel. Sur 500 patients qu'on voit pour ça, on en opère peut-être un à 15 ans parce que le patient demande vraiment, parce que Donc ça se fait quand même, quoi. Ça peut se faire, oui. Par exemple, ici, pendant les vacances de Noël, j'opère une fille de 15 ans chez qui ça pose vraiment problème, pour elle-même, quoi. Ah oui, De l'image de son corps, plutôt. je comprends. Et par rapport à au jambon X, au genou qui rentre, est-ce qu'on est sur autre chose ou finalement ça revient au même, peut-être? Alors, comme je vous ai montré, donc quand on se met debout et l'hyperantéversion fémorale fait que tout rentre vers l'intérieur, ça donne une impression de genou valgum. Donc ça, c'est un faux genou valgum à cause de l'antéversion fémorale. Et donc, les deux peuvent être liés, enfin, les deux peuvent être concomitants, c'est-à-dire qu'on peut avoir une démarche en rotation interne qui donne une fausse impression de genou valgum majoré. Alors, on peut avoir aussi un genou valgum, donc des jambes en X, sans démarche en rotation interne. Et ça, jusque 10 degrés de genou valgum ou de genou varum, c'est normal. C'est-à-dire qu'on est tous un peu différents. Moi, je suis un peu un varus de, je sais pas moi, entre 5 et 10 degrés. D'autres sont un peu un valgus, donc on est tous un peu différents. Donc tant qu'on n'est pas au-delà de 10 degrés en valgus ou en varus, ça ne pose pas de problème. Maintenant, il faut savoir aussi que l'évolution naturelle de l'enfant à la naissance, il est en varus. Hein, il a vraiment les jambes en haut, comme Lucky Luke. Jusqu'à environ 1 an et demi, 2 ans, et puis ça s'inverse, et on est au maximum en valgus vers 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à 3 ans et demi. Et on peut être un valgus important jusqu'à 20 degrés. Et ça reste normal, parce que c'est la nature, c'est comme ça. L'enfant est en varus, et puis il est en valgus, et puis ça se redresse petit à petit, un peu comme l'antéversion fémorale, et on est normalement tous en moyenne en valgus de 7 degrés. Donc le genou valgum, il est physiologique s'il n'est pas trop important, s'il est en dessous de 10 degrés, et en sachant que chez un enfant plus petit, autour de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans et demi, c'est souvent plus important. Donc on peut être jusqu'à 20 degrés et c'est quand même encore normal. Ok, donc pas s'inquiéter trop vite, les choses se mettent en place petit à petit. Évidemment, c'est en fonction de l'âge. Un genou valgum de 20 degrés à 6 ans, c'est plus normal. Et donc là, il existe aussi des interventions chirurgicales que vous faites à ce niveau-là ou pas? Alors, oui, donc si le valgus est trop important, en général, on ne se presse pas trop. On fait une goniométrie, alors on fait une vraie radio avec les deux jambes en entier, où on mesure vraiment l'angle qui est beaucoup plus précis qu'à l'examen clinique. Et sur la goniométrie, on voit si ça atteint 10 degrés, par exemple, ou au-delà de 10 degrés. Si l'enfant est encore petit, 4-5 ans, et qu'il a par exemple 10 degrés, on se dit, on va te revoir dans 1 an, on va refaire une goniométrie, on va voir si, est-ce que ça reste la même chose, on va voir si ça s'améliore, ou on va voir si ça s'aggrave. Et donc si jamais on voit que le genou valgum persiste ou s'aggrave dans le temps, chez le grand enfant, avant l'entrée en secondaire, on peut faire une petite intervention, on guide la croissance. On freine la croissance d'un côté du genou, c'est ce qu'on appelle une hémi-épiphysiodèse. Une petite intervention de rien du tout, un hôpital de jour. On met une petite plaque sur le cartilage de croissance. Les jambes se redressent toutes seules. Ça dépend de l'importance de la déviation, mais souvent il faut 1 an et demi, 1 an et demi, parfois 2 ans pour que ça se redresse. Et quand c'est redressé, on enlève la petite plaque et les jambes continuent à grandir normalement. Pour faire contrainte, quoi. Pour donner un contre-appui. On bloque la croissance d'un côté. Évidemment, ça c'est possible que quand on grandit. Une fois que les membres inférieurs ont fini de grandir, donc c'est-à-dire plus ou moins 13-14 ans chez la fille, 14-15 ans chez un garçon, c'est trop tard, on ne sait plus le faire. Donc chez l'adulte, si on doit corriger ça, c'est beaucoup plus lourd, parce qu'alors on doit enlever vraiment un coin d'os, mettre une plaque et des vis de nouveau, ça va mettre longtemps à consolider, c'est beaucoup plus compliqué que de traiter ça chez l'enfant. Mais, encore une fois, la plupart du temps, quand on voit les enfants en consultation, c'est une déviation qui est tout à fait normale pour l'âge, ou qui est en dessous des normes de normalité, c'est-à-dire
en dessous de 10 degrés, ça ne va pas non plus poser de problème fonctionnel à l'âge adulte. Au-delà de 10 degrés, de déviation des jambes dans un sens ou dans l'autre, ça va changer les contraintes au niveau du genou et on peut avoir plus vite de l'arthrose d'un côté ou de l'autre si on a une déviation trop importante. Donc pas s'inquiéter trop vite, mais quand même, jusqu'à 6-7 ans, il faut quand même voir, parce que là, on peut faire une intervention quand même qui est beaucoup plus facile que pour plus tard. Pour une intervention, on peut la faire même jusqu'à 12-13 12-13 ans. Donc ok. on a le temps, mais en effet, il faut vraiment que ça persiste dans le temps de manière trop importante et que ce soit vraiment au-delà du seuil qui peut poser problème à l'âge adulte, ce qui est quand même assez rare. Encore une fois, sur la proportion est peut-être un peu diminuée, mais sur 100 genoux valgum qu'on voit, on va peut-être en opérer 2 ou 3, quoi. D'accord. La plupart du temps, c'est physiologique et on ne fait que rassurer les parents. Ok. Tout autre sujet, donc vous êtes spécialisé en scoliose, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, c'était le sujet de votre colloque cette année à Louvain-la-Neuve, qui était très intéressant. Donc, on va aborder ce sujet-là. Dans un premier temps, j'aurais juste envie d'avoir votre définition à vous sur ce qu'est une scoliose et quelle est la nuance à faire avec une attitude scoliotique. Voilà. Alors d'abord, la différence entre une scoliose et une attitude scoliotique. La scoliose, c'est une vraie déformation en 3 dimensions de la colonne vertébrale, comme on peut le voir sur le petit schéma que je vous ai envoyé en couleur. D'accord. Et donc c'est vraiment une rotation vertébrale. La définition, c'est que les vertèbres tournent, et en tournant, elles engendrent une déformation en S de la colonne vertébrale. Donc c'est pour ça que, on en viendra après, mais le premier signe clinique de la scoliose, c'est la rotation des vertèbres. Et c'est ça qu'on dépiste à l'examen clinique. Contrairement à l'attitude scoliotique, il n'y a pas de rotation des vertèbres. Ça ressemble à une scoliose, un peu comme un pied-bot et une attitude en varus équin. Un pied-bot varus équin et une attitude en varus équin, c'est pas la même chose. Une attitude scoliottique, c'est pas une scoliose, donc les vertèbres ne tournent pas. Même si on a l'impression que la scoliose est en S, c'est parce qu'il y a une cause secondaire qui est la différence de longueur des membres inférieurs. Donc si on a une différence de longueur des jambes de plus qu'1 centimètre, encore une fois, je peux me mettre debout pour montrer, mais si on a une jambe plus courte, pour ne pas se balader toute la journée comme la tour de Pise, l'enfant, l'adolescent, se rééquilibre en se penchant dans l'autre sens et donc va courber son dos pour compenser la différence de longueur des jambes. Et donc ça, à l'examen clinique, c'est très facile à voir. Si on voit que le bassin est déséquilibré d'un côté, on voit que le dos se dévie dans l'autre sens, on compense la différence de longueur des jambes pour équilibrer le bassin, et le dos se redresse automatiquement, comme cette illustration que je vous ai montrée. Oui. On mettra d'ailleurs les illustrations visibles à l'écran. Et du coup, dans une attitude scoliotique qui est due à une différence de longueur de membre, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Donc, s'il y a une vraie attitude scoliotique à cause d'une différence de longueur, qui souvent est au-delà d'1 centimètre, alors on doit la compenser. Donc on remet d'aplomb le bassin en mettant une épaisseur sous la jambe la plus courte, donc une semelle complète ou une talonnette qui équivaut à entre 2/3 et 100% de la compensation. D'accord. Et j'ai dit 10 mm parce que normalement, en dessous d'1 centimètre, on ne doit pas compenser la différence de longueur des membres inférieurs. Il y a 1/3 de la population, c'est quand même beaucoup, qui a entre 5 et 15 mm de différence de longueur entre les jambes. Ah oui. Ça, c'est une étude norvégienne qui avait été faite il y a un peu longtemps, mais sur la mesure des différences de longueur de tous les patients qui entraient à l'armée là-bas en Norvège. Donc c'est un nombre énorme de patients, et en fait on a vu qu'il y avait, dans la population générale, ici on est 3 dans la pièce, mais il y a un de nous 3 qui a a priori plus que 5 mm de différence entre ses jambes. Donc c'est très fréquent aussi. Donc, encore une fois, c'est ce qu'il faut aussi banaliser, rassurer souvent, et donc on ne compense pas toutes les différences, sinon une personne sur 3 aurait une semelle, et même une personne sur 3 en plus que 5 mm, ça veut dire que plus que 1 sur 3 a quelques millimètres de différence entre les jambes. Et donc ça ne pose problème normalement que s'il y a plus que 1 centimètre. D'accord. Maintenant, parfois c'est vrai que quand on examine les patients, qu'une vraie déviation du dos et que la différence est mesurée un petit peu moins qu'1 centimètre, 7-8 mm, on peut aussi la compenser si on estime que ça a une répercussion sur la statique rachidienne. D'accord. Et par rapport donc à une vraie scoliose alors, quelles sont les choses à mettre en place pour une vraie scoliose, parce qu'on a abordé l'attitude scoliotique, et comment est-ce qu'on peut détecter finalement une vraie scoliose ? Voilà, donc mettre en place c'est une chose. Oui, pardon, excusez-moi, c'est moi qui ai... Pour les parents surtout, avant d'aller chez le docteur, c'est ça ma question, je me reprends. Ma question c'est, pour le parent, comment il peut vous regarder son enfant, là, aujourd'hui, à l'heure où il nous parle, et se dire « Ah, c'est une vraie scoliose, ce serait intéressant d'aller voir un spécialiste ». Oui.
Alors, c'est les parents, mais c'est aussi surtout les visites médicales. Oui. Donc, le premier signe, hein, comme j'ai dit, comme il y a une rotation des vertèbres, donc les vertèbres tournent vraiment, qu'est-ce qui s'attache aux vertèbres thoraciques? C'est les côtes. Et donc, s'il y a une rotation des vertèbres, la cage thoracique va tourner, et donc les côtes vont ressortir d'un côté, vont s'aplatir de l'autre. Quand on voit l'enfant debout, ça ne se voit pas tellement, et donc pour voir ça, on se pencher l'enfant en avant, hein. Encore une fois, je vais me mettre debout. Hein, si vous avez le patient comme ça, on a l'impression d'avoir une déviation du dos, on le fait se pencher en avant comme ça, et on verra que les côtes ressortent plus d'un côté que de l'autre. Ouais. D'accord. Moi, j'ai pas scoliose. Mais de toute façon, on mettra sur vos illustrations Qu'on également. voit bien en se penchant en avant. C'est vraiment le signe clinique de la scoliose, c'est de se pencher en avant, le bending D'accord. antérieur. Et on voit là, premièrement, on peut équilibrer le bassin. Hein, c'est en se penchant en avant qu'on voit mieux si le bassin est équilibré ou s'il y a une différence de longueur des jambes. Donc, première étape, si le bassin est de travers, hop, on compense pour mettre le bassin d'aplomb avec n'importe quoi, hein, un livre. Pas besoin d'avoir des... Moi, on a des petites planches de chaque fois 2 mm d'écart, jusqu'à 3 cm, mais on peut mettre n'importe quoi en dessous du pied, hein, à la maison pour équilibrer le bassin. Ici, quand le bassin est bien équilibré, les côtes sont symétriques, ben, c'est bon. Et si on voit que les côtes ressortent d'un côté et sont aplaties de l'autre, donc il y a vraiment une asymétrie des côtes, c'est ça le premier signe clinique de la scoliose, c'est la gibbosité. Vous écoutez le petit podcast. Oui. Et la gibbosité, nous on le mesure avec un petit niveau qui est échancré au milieu pour permettre de s'adapter enfin de glisser sur le dos, sur les épineuses des vertèbres. Et là, on mesure vraiment la rotation vertébrale avec un petit instrument qui permet de mesurer le degré de rotation vertébrale, mais ça n'a pas vraiment beaucoup de... Non, pour les gens chez eux, ça n'a pas beaucoup Voilà, d'intérêt. non, mais même chez le pédiatre pour la visite médicale, ça n'a pas tellement d'intérêt de mesurer la Ah, gibbosité, oui. c'est juste de voir s'il y en a une ou s'il n'y en a pas. Voilà. Oui, oui, Donc le d'accord. premier dépistage, c'est la gibbosité, c'est vraiment une asymétrie des côtes. Ok. Et à partir du moment où la scoliose, voilà, le diagnostic est posé, on est sûr qu'on est sur une scoliose vraie. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les étapes, en tout cas dans les prises en charge de traitement? Qu'est-ce que vous Alors, proposez d'abord? Et puis surtout, est-ce qu'elles sont toutes prises en charge de la même manière? Non, bah, bon, le sujet, ça mériterait plusieurs heures, mais la première chose, c'est le diagnostic qui n'est pas posé à l'examen clinique. Hein. D'accord. Là, à l'heure actuelle, là, on a juste penché l'enfant en avant, on a l'impression d'avoir une asymétrie des côtes, on n'a pas fait le diagnostic encore. Le diagnostic, ce n'est fait que sur une radio. D'accord. Hein. Souvent encore maintenant, je veux dire à l'heure actuelle, en 2025-2026, on voit des patients, des enfants, adolescents qui sont suivis depuis longtemps pour des scolioses par plusieurs intervenants, kinés, ostéopathes, posturologues, médecins traitants. Ah oui, il a une scoliose depuis 3-4 ans, on surveille. Il n'y a jamais eu de radio. Donc le diagnostic d'une scoliose, ça se pose sur une radio. Hein, s'il y a un seul message clé aujourd'hui, c'est celui-là. D'accord. On ne suit pas une scoliose qu'à l'examen clinique. On mesure la gibbosité et la rotation vertébrale avec notre scoliomètre, mais ce n'est pas super précis. Hein. Le plus précis, pour mesurer la scoliose au degré près, c'est une radiographie. La radio permet de mesurer, normalement, toutes les vertèbres sont parallèles, hein, comme vous voyez sur le schéma que je vous ai envoyé. Hein, et si les vertèbres tournent, ça engendre une déviation dans le plan frontal. Frontal, c'est de face, où la colonne forme un S, comme j'ai dit, c'est ça la scoliose. Et donc, sur la radio, on mesure l'angle entre l'inclinaison des deux vertèbres les plus déviées. Et donc, la scoliose, quand on parle d'angle de scoliose, ce n'est pas l'angle de la rotation vertébrale qu'on mesure à l'examen clinique, Oui, oui, c'est la mesure sur la radio. tout à Donc, fait. le diagnostic se pose sur la radio et le suivi se pose aussi sur la radio. Évidemment, Ok. on examine les patients, on examine la rotation vertébrale, la souplesse et un examen neurologique, voir s'il n'y a pas de répercussion neurologique, mais le suivi des scolioses, diagnostic et suivi, se base absolument sur la radio qui permet de mesurer au degré près, en sachant que si on demande à plusieurs observateurs qui ont l'habitude de mesurer la même radio d'un patient scoliotique, il y a jusque 5 degrés de marge d'erreur. Ah oui. Donc la norme, c'est 0 degré. Normalement, toutes les vertèbres sont parallèles. On parle de scoliose pour un angle qui est au-delà de 10 degrés. Donc il faut que les vertèbres ne soient plus parallèles de plus que 10 degrés pour parler de scoliose. Sinon, encore une fois, c'est une attitude scoliotique. D'accord. Alors, une précision aussi là-dessus, c'est sûr que la radiographie, c'est une photo du dos, un instantané de la position du dos à un moment donné. Je dis ça parce que justement, chez les enfants, les adolescents, mais surtout les enfants,
c'est pas toujours facile de faire une radio sans qu'ils bougent, Sans hein. Ils bouger, bougent, surtout les petits là, ouais. Ouais, ouais. 5-6 ans, c'est pas facile de faire une radio. Et donc, c'est sûr qu'il faut mettre la radio, il faut la corréler et la mettre en parallèle à l'examen clinique Mmh. pour que tout concorde. Tout à fait. Et donc, il ne faut pas parfois se focaliser sur une radio où on a mesuré une scoliose à 8 degrés. De 1, c'est 8 degrés, donc c'est pas une scoliose, c'est une Mmh. attitude scoliotique. On corrèle à l'examen clinique et on voit, recontrôle, éventuellement 6 mois plus tard, si on a l'impression vraiment qu'il y a une discordance et que c'est une mauvaise position du patient sur la radio, plutôt que de s'embarquer direct dans le traitement. Embrayer peut-être sur la Oui. question du traitement. Tout à fait, mais on va l'aborder. Mais en tout cas, je vois dans votre discours, que ce soit pour les hanches, le genou ou la scoliose, vous êtes toujours très rassurant dans Oui, les degrés, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les parents et que oui, finalement tout ça reste relativement physiologique. oui. Donc peut-être aussi le message que vous voulez faire passer, c'est de ne pas s'inquiéter trop vite. Voilà. Euh, Alors, bon, il y a aussi un mauvais message que j'entends souvent, c'est tout le monde a une scoliose. C'est pas vrai. Une vraie scoliose au-delà de 10 degrés, c'est 3 pour 1000. Donc, ça veut dire, c'est pas énorme, ouais, c'est 3 pas pour beaucoup. 1000, hein, par rapport, on a dit, à la différence de longueur Tout à fait, des oui. jambes ou à la démarche en rotation interne, 3 Mm. pour 1000, c'est rien du tout. Donc, tout le monde a une scoliose, c'est pas vrai. Mhm. Maintenant, on peut avoir une petite déviation des vertèbres en dessous de 10 degrés, en effet. Et Ok. donc, en effet, souvent, dans nos consultations, on rassure beaucoup, et la plupart des patients qui arrivent avec un diagnostic de scoliose, ce ne sont que des attitudes scoliotiques qui n'ont pas une vraie scoliose. On rassure, il n'y a rien à faire. Si l'enfant fait du sport, c'est très bien, et on le revoit 6 mois plus tard, par exemple, pour contrôler. D'accord. Et du coup, maintenant, rentrons dans cette phase de traitement. Du coup, Voilà. la radio a été faite. Oui, Et une vraie scoliose, au-delà de 10 degrés. qu'est-ce Ah. qu'on fait en première intention, je veux dire. Oui, donc évidemment, le traitement de la scoliose dépend de la répercussion que ça va avoir. Hein, c'est sûr qu'une scoliose à 15 ans de 20 degrés, chez une fille qui a fini de grandir, n'aura aucune répercussion. Mhm. Et on va peut-être faire aucun traitement. Donc ça dépend vraiment de la répercussion que ça pourrait avoir. Donc première chose, c'est qu'on sait qu'en dessous de 30 degrés en fin de croissance, donc à l'âge adulte, c'est-à-dire en fin de croissance, petite précision, la fin de croissance chez une fille, c'est environ 15 ans, chez un garçon, 17 ans, fin de croissance de la colonne. Hein, on finit de grandir de bas en haut, hein, donc d'abord les pieds, les membres inférieurs, la colonne et finalement le volume de la cage thoracique, le thorax. Et donc, j'entends souvent qu'on grandit jusqu'à 25 ans, ce n'est pas vrai. Hein. Ah Donc, oui. une fille à 15 ans, souvent, elle a fini de grandir, un garçon à 17 ans, il finit de grandir. Donc, tant qu'on a une scoliose de moins que 30 degrés en fin de croissance, ça ne posera aucun problème à l'âge adulte et le risque de progression de cette déformation à l'âge adulte est quasiment nul. Donc le but, en effet, de tous les patients qu'on va suivre, c'est de les garder en dessous de 30 degrés. Le but, c'est de les garder en dessous de 30 degrés à la fin de la croissance. Tout à fait, ok. Et donc le traitement va dépendre du coup de où en est le patient dans la croissance de son rachis. Donc il y a deux périodes de croissance rapide de la colonne vertébrale, c'est avant 5 ans et puis à l'adolescence. Chez une fille 2 ans avant et 2 ans après les règles, c'est vraiment là le pic de croissance pubertaire qui arrive aux alentours de 13 ans chez la fille, le pic, et 15 ans chez le garçon, donc 2 ans avant, 2 ans après. Mhm. C'est vraiment cette période qui est à risque, et c'est pendant cette période que la colonne grandit beaucoup, et donc que la colonne peut se dévier beaucoup, et donc c'est dans cette période qu'on va traiter vraiment les scolioses. Soit les enfants tout petits avant 5 ans, maintenant c'est ce qu'on appelle early onset scoliosis. Early, ça veut dire un âge avancé avant 10 ans, et les late onset scoliosis, qui sont la plupart des scolioses, c'est la scoliose idiopathique de l'adolescent, qui est après 10 ans. Donc le premier, quand on estime qu'il faut traiter une scoliose, donc on a une vraie scoliose qui est au-delà de 10 degrés, et qui potentiellement s'aggrave entre deux consultations, le premier traitement, c'est de muscler. Hein, c'est d'abord, première étape, c'est de demander au patient ce qu'il fait comme activité sportive, et donc de bien donner comme discours aux patients, aux parents, et enfin, essentiellement à l'enfant, Mhm. de lui dire qu'une activité, 1 heure d'activité sportive régulière par semaine est indispensable. Alors, un enfant qui est très sportif, qui fait 4-5 heures de sport par semaine, ça peut être le seul traitement. C'est très bien, tu continues ton sport, on se Mhm. revoit dans 6 mois, on refait une radio, on vérifie si la scoliose ne s'aggrave pas. Enfin, petit aparté, c'est que l'OMS
recommande 1 heure d'activité physique régulière par semaine, mais par jour. Ah oui. Et 1 heure d'activité physique, entendue par l'OMS, c'est une activité qui augmente la fréquence respiratoire et le rythme cardiaque. Donc, c'est-à-dire qu'1 heure d'activité sportive, enfin physique par jour, finalement, il y a très peu de patients qui est dans ce Ça- cadre-là. Et donc, je dis Tout à ça fait. parce que donc, le premier traitement de la scoliose, si le patient ne fait pas d'activité sportive régulière ou pas suffisamment, c'est la kinésithérapie. Pourquoi? Pas pour le manipuler dans tous les sens, pas pour le redresser, mais pour vraiment aider le patient à apprendre à faire les exercices à la maison pour renforcer les muscles du dos, ce qu'on appelle les érecteurs du rachis et les abdominaux. Le premier traitement, c'est vraiment le renforcement musculaire. On doit, nous aussi, lutter quotidiennement contre les fausses croyances qui sont que si on a une scoliose, c'est qu'il y a les muscles d'un côté qui sont trop forts, les muscles de l'autre côté qui ne sont pas assez forts, donc il faut renforcer d'un côté et tirer de l'autre. C'est pas du tout ça. Mhm. Ça a été vraiment prouvé scientifiquement avec des études vraiment prospectives randomisé sur des patients qui comparaient les patients scolotiques des patients non scolotiques, que les muscles dans la concavité et dans la convexité sont trop faibles. L'endurance musculaire est plus faible et l'intensité maximale de l'effort est également plus faible. Donc, le premier traitement, le point clé du traitement de la scoliose, c'est renforcer les muscles, Globalement. globalement. C'est pas Voilà, trop à droite, analytique, à quoi. gauche, Ouais, voilà, ouais. de tout. D'accord. Alors, les autres choses qu'on demande au kiné, donc on indique sur la prescription de kiné, c'est d'apprendre au patient à adopter les positions à l'inverse de sa scoliose, c'est-à-dire que parfois le patient il se sent équilibré dans la déformation, enfin dans la position dans laquelle il est avec sa scoliose. En fait, on doit lui apprendre, non, là tu n'es pas équilibré comme ça, en fait tu es équilibré quand tu es dans ce sens-là. Donc ça, c'est l'éducation posturale en demandant au kiné d'apprendre à l'enfant des exercices, par exemple, face à un miroir, où on met une ligne verticale, et l'enfant va essayer d'aligner la tête et le milieu de son bassin sur cette ligne verticale, une ligne horizontale pour que le patient apprenne à aligner ses épaules Mhm. par rapport à l'image de soi qu'il a dans le miroir. Tout à fait. Donc, renforcement musculaire essentiellement, éducation posturale, et enfin, chez les patients qui sont raides, alors on propose quand même de l'assouplir avec des étirements. Ok. Mais certainement pas que des étirements, ça doit être vraiment le petit bonus de la séance de kiné, ça doit être les étirements, mais certainement pas que D'accord. les étirements. Et à quel moment on peut faire intervenir ce corset qui fait peur à beaucoup de Voilà. parents? Alors, donc le premier traitement, c'est le sport, la kiné qui ne va pas, c'est pas le kiné qui va travailler, le kiné doit apprendre au patient comment travailler Mhm. et doit essayer de taper sur le clou toutes les semaines, Oui, tout à évidemment, fait. c'est l'enjeu, c'est la compliance, enfin, l'observance, l'adhérence du patient à son traitement. Et alors, le corset, c'est adressé, comme je disais tout à l'heure, aux patients qui ont une scoliose évolutive durant les périodes où la colonne grandit beaucoup, c'est-à-dire soit avant 5 ans. Souvent, entre 5 ans et l'adolescence, la colonne grandit moins vite et les scolioses ne s'aggravent pas tellement, pas trop vite. En général, évidemment, il y a toujours beaucoup d'exceptions. Et ensuite, à l'adolescence. Et donc, le corset, il s'adresse aux scolioses qui approchent de 20 degrés. Souvent, on commence déjà vers 15 degrés. Mhm. Et s'il y a une scoliose qui progresse, si on voit vraiment qu'entre deux rendez-vous, que l'on fait souvent à 6 mois d'intervalle, parce qu'on essaie évidemment de faire pas trop de radio pour irradier le moins Ouais, possible je comprends. les enfants, mais donc le minimum de délai, si on est inquiet dans une période de croissance rapide, c'est 4 mois, et le maximum, c'est 6-9 mois. Donc entre deux délais, en fonction entre deux consultations, dont le délai est dicté sur la vitesse de croissance pubertaire, s'il y a Mhm. une progression de la scoliose et qu'on atteint 20 degrés, autour de 20 degrés, un petit peu moins de 20 degrés, alors on propose un corset. Le corset, ça ne va pas redresser le dos, ça va juste arrêter la scoliose. Donc le corset, c'est vraiment le frein à main de la scoliose, ça ne va pas redresser le dos, la kiné ne va pas redresser le dos, le corset ne va pas redresser le dos. Le seul qui peut redresser le dos, c'est le chirurgien, si vraiment il y a une C'est déformation une trop capable. importante. Ok. Mais comme je l'ai dit, on peut vivre tout à fait normalement avec une scoliose En dessous de à 30 30. degrés, Mm. donc on ne doit pas remettre tous les dos tout droit, on ne doit pas opérer tous les patients loin de là. Et donc le corset, le but, c'est vraiment comme le tuteur de la plante, s'il y a une plante qui pousse de travers, on lui met un tuteur pour essayer de la guider, pour éviter Mm. qu'elle ne se dévie davantage. Alors c'est vrai que parfois, on a des scolioses qui s'améliorent pardon, quand on a un corset qui est très efficace,
Mais, pardon, le but vraiment du traitement, c'est d'éviter l'aggravation. Ok. Donc ici, on est vraiment dans le frein, guider, renforcer, mais en tout cas, le Oui, but, c'est d'arriver à la fin de la puberté en dessous de ces 30 degrés, quoi. c'est ça. Ok. Alors, il y a deux types de corsets. Après, on peut avancer, mais je pense que c'est important quand même de le dire. De manière ancestrale, le corset, ça se mettait vraiment le plus possible. Mhm. Au plus le patient mettait son corset, au plus le traitement était efficace. Et donc, un corset, normalement, on laisse quand même un petit peu de liberté au patient. Un corset classique, hein, depuis 30-40 ans, ça se met 22 heures par jour. Ouais. C'est ce qu'on appelle le corset CTM ou Chenot, Toulouse, Münster. C'est les trois types de corsets un petit peu dans le monde, mais qui ont été inventés plus ou moins à la même période et qui sont les mêmes, Ouais, qui se mettent a priori 22 heures par jour. c'est beaucoup, oui. C'est beaucoup, mais si on a une vraie scoliose et qu'on veut éviter qu'elle s'aggrave pour essayer d'éviter de devoir faire une intervention, ben, Ça vaut le coup. malheureusement, c'est nécessaire. Tout à fait. Et donc, le but du corset, c'est de pousser sur la colonne. Et donc, il y a des appuis dans le corset. Et en face, dans le corset, on a un trou. C'est vraiment de pousser la colonne vers l'espace qui est créé dans le corset Mhm. pour éviter que la scoliose s'aggrave. Donc, le corset classique, c'est donc ce corset qu'on met 22 heures par jour, D'accord. qui est très efficace, mais en effet, qui est quand même contraignant. Et donc, moi, j'ai surtout appris ça à Lyon, où je voyais que là, 80 à 90% des scolioses étaient traitées par des corsets hypercorrecteurs nocturnes. Donc des corsets qu'on ne met que la nuit, idéalement 12 à 12 heures par jour. Et donc, c'est des corsets qu'on met en position couchée. Et comme on les appelle hypercorrecteurs, si la scoliose, par exemple, ici, elle va vers la droite, eh bien, le corset va pousser le plus possible vers la gauche. Donc le but du corset hypercorrecteur, ça ne va pas être d'équilibrer le patient dans le corset, comme un corset que le patient mettrait 22 heures par jour Mhm. à l'école. Il ne peut pas être comme ça toute la journée à l'école dans l'autre sens. Il doit absolument, le corset de Ouais, tout à Chenot, fait. il doit corriger en mettant le patient bien droit. Le corset hypercorrecteur, il va pousser beaucoup plus, et donc il va pousser le patient dans l'autre sens, idéalement une scoliose de 20 degrés. Dans le corset, si on peut l'avoir à 20 degrés dans l'autre sens, on est très content. Donc Ouais, ça, c'est le ouais, corset hypercorrecteur. Donc ça veut dire aussi que l'appui sur le thorax, sur les côtes, sur le bassin, dans le creux axillaire, va être plus important que le corset qu'on met 22 heures par jour. ouais. Mhm. Donc ça veut dire que le temps d'adaptation va être aussi un petit peu plus important et que ce sera un corset qui sera au début un petit peu plus difficile à tolérer parce qu'il va pousser plus qu'un corset qu'on met 22 heures par jour, mais grâce au fait qu'il pousse plus, il va corriger plus, et grâce au fait qu'il corrige plus, on peut le mettre que la moitié du temps, et donc le patient peut être tranquille pour aller à l'école, Mhm. en gros. Ok. Du coup, maintenant qu'on a fait tout ce chemin-là et qu'on se rend compte que malheureusement, on ne va Oui, pas dans le bon sens, là, on arrive du coup dans votre côté plutôt pratique, du oui, coup, chez vous, technique, oui. technique. On en arrive à la chirurgie. C'est quoi le parcours de soins pour une prise en charge chirurgicale Oui, alors d'abord, encore une fois, première chose comme pour les autres sujets, parmi toutes les scolioses qu'on voit en consultation, très peu finalement devront être opérées. Mhm. Hein, ne devront être opérées que celles dont on est persuadé, hein, je pense d'abord avant de parler de l'aspect pratique de l'intervention, d'abord qui il faut opérer, ben, les patients qui n'iront pas bien si on ne les opère pas, Ouais. qui n'iront pas bien à l'âge adulte. Donc le but de l'opération de la scoliose chez l'enfant, chez l'adolescent, c'est de le mettre en sécurité pour l'âge adulte, donc de protéger le dos d'une progression supplémentaire de la scoliose, hein, que le patient soit vraiment de plus en plus de travers et finalement qu'il ne sache plus marcher tellement il est de travers, et d'éviter des douleurs invalidantes à cause de la scoliose. Mais tout ça à l'âge adulte. La Ouais. plupart des scolioses qu'on opère chez les enfants et les adolescents, elles n'ont pas de répercussions fonctionnelles, elles n'ont pas de douleur, et la déformation est encore souple, est encore correctible. Mais elle a atteint un tel degré de scoliose que c'est certain qu'elle va s'aggraver à l'âge adulte et qu'il y a de Mhm. grandes chances de grands risques plutôt pour qu'elle pose problème à l'âge adulte, et c'est la raison pour laquelle on propose une correction quand il faut, hein. On pose souvent la question: «Quel est l'âge pour opérer scoliose?» Ben, il n'y a pas d'âge. Ouais, ouais, ouais. Et c'est l'âge où la L'évolution, quoi. déformation est trop Mhm. importante que pour rester dans le traitement conservateur et ne pas l'opérer. Ouais, je comprends. En gros, c'est les scolioses au-delà de 50 degrés en thoracique et au-delà de 35-40 degrés en lombaire. Mhm. Pourquoi en lombaire? Parce que la scoliose peut s'aggraver plus vite à l'âge adulte et va plus vite donner des douleurs lombaires
à l'âge adulte qu'une scoliose thoracique. Et donc, malheureusement, il faut être plus vite, plus agressif sur la scoliose lombaire Mmh. pour que la longueur de l'intervention, c'est-à-dire le principe de l'opération de la scoliose, c'est de s'attacher sur les vertèbres, et pour redresser le dos, on attache les vertèbres sur 2 tiges qu'on a formées sur mesure sur base de la forme du dos. Évidemment, toutes les vertèbres qu'on va relier les unes aux autres, elles ne bougeront plus. C'est-à-dire, ça va être toute une zone de la colonne qui va être rigide, complètement rigide, qui ne va Mmh. plus bouger du tout. Et donc, on a intérêt à inclure le moins de vertèbres possible dans cette opération. Et donc, si on opère une scoliose à 50 degrés à 12 ans, et qu'on doit par exemple prendre 12 vertèbres, c'est mieux que si on attend, parce qu'on dit, oula, 12 ans c'est trop tôt, qu'on attend 15 ans, que la scoliose est 80 degrés et qu'on doive prendre 20 vertèbres parce qu'on doit étendre Ouais, plus bas l'intervention jusqu'au encore. bassin et que finalement le patient perd beaucoup de souplesse parce qu'on a laissé la scoliose progresser. Donc D'accord. ça, d'abord, quand est-ce qu'il faut l'opérer? Ben, il n'y a pas d'âge. C'est quand la déformation est trop importante, il faut que la croissance soit suffisamment avancée, parce qu'avec l'arthrodèse, l'opération de la scoliose, on va bloquer la croissance, et Mmh. donc il ne faut plus qu'il y ait encore trop de croissance, parce qu'il faut qu'au final, on ne perde pas trop de croissance en- en- avec l'arthrodèse, avec les fusions des vertèbres que l'on va faire. OK. Bref, ça c'était pour l'indication. Alors quel est le parcours d'un patient qui doit être opéré? Voilà, on a vu en consultation, malheureusement, la scoliose s'aggrave, ou d'emblée elle est importante, hein. On voit encore souvent des patients qui arrivent au premier rendez-vous, ils ont déjà une scoliose de 70-80 degrés, ben là, il n'y a pas le choix, le corset Ouais, est déjà dépassé, ouais. il faut l'opérer sans tarder pour ne pas que ça s'aggrave de trop et que finalement le résultat soit moins bien. Donc le parcours, d'abord, l'opération de la scoliose, autant en consultation, on est un petit peu seul, en trio avec le patient et ses parents, autant, l'opération, c'est toute une équipe qui s'occupe du patient, hein. Le chirurgien n'est finalement qu'un des intervenants, dans la dans dans l'opération. D'abord, il y a une infirmière coordinatrice qui est le premier point de contact des patients, Mmh. qui a un rôle très, très précieux, qui même souvent avant de se décider pour l'intervention, quand voilà, on voit le patient en consultation, on se dit: «Beh, là, ça ne va pas, il faut faire l'intervention». On ne se précipite pas, voilà, on a donné les premières informations en consultation, on n'assomme pas non plus les enfants, les adolescents, les parents avec trop d'informations qui vont Ouais. les perturber, les, les assommer. On propose de dormir dessus quelques jours et éventuellement de recontacter l'infirmière coordinatrice qui s'occupe vraiment que des scolioses à l'hôpital et qui coordonne tous les soins autour de la scoliose, c'est-à-dire essentiellement tout le bilan préopératoire et qui peut surtout répondre à toutes des questions que le patient, et après la scoliose c'est quand même 75% de filles, les adolescentes n'ont pas toujours envie de poser toutes les questions en consultation devant les parents ou avec un médecin garçon, et on sont parfois plus à l'aise en parlant à une infirmière coordinatrice pour poser des questions qu'elles n'auraient pas osé poser sur l'intervention. Et donc c'est vraiment le point de contact privilégié, c'est l'infirmière coordinatrice qui peut aussi, et on le propose toujours, mettre en contact la patiente ou le patient qui va être opéré avec d'autres patients du même âge, idéalement de la même région, qui ont été précédemment opérés pour savoir connaître un petit peu leur Ah ouais. vécu et rassurer vraiment le patient et sa famille, hein, ça peut être la même chose pour les Mmh, parents, tout à fait. sur comment se passe avant l'intervention, comment ça va se passer l'intervention en tant que telle et la durée d'hospitalisation, enfin durant l'hospitalisation, et puis les quelques mois post-opératoires. OK. En gros, il y a un bilan préopératoire qui est quand même important. Donc le fait de faire une grosse opération comme ça, mais on fait le tour de la santé de l'enfant dans son ensemble. Mmh. Et donc il y a 15 rendez-vous différents avant l'intervention, des rendez-vous techniques, par exemple une IRM de la moelle épinière, des potentiels évoqués, une échographie du cœur, un examen des poumons où l'enfant va souffler dans une machine pour vraiment mesurer sa fonction pulmonaire, et puis tous des rendez-vous médicaux où il va être examiné par le pneumologue pédiatrique, par le cardiologue, par le neurologue. Il va voir un kiné de l'hôpital qui va lui apprendre un petit peu les bons gestes euh, pour les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois après l'intervention. Et vraiment, tout ça, c'est le bilan préopératoire. Ensuite, l'enfant, il entre souvent, il dort à la maison la veille de l'intervention, sauf s'il habite loin. Mmh. Donc il entre le matin même, hein, 6 heures du matin, il se lève un peu tôt, puis il arrive.
Hem, il est opéré, le jour d'intervention et puis il passe une nuit de surveillance aux soins intensifs où souvent un des parents peut rester avec lui et ensuite, il passe environ, 4-5 jours à l'hôpital et puis il rentre à la maison. Comment ça se passe le matin de l'intervention? La première chose, c'est qu'on endort l'enfant, évidemment, l'adolescent, et puis on met tous les petits appareils de mesure, toutes les petites la vérification de la moelle épinière, une ligne artérielle. L'anesthésiste endort le dos, donc il y a tout un tas de préparations qui durent souvent environ 2 heures, hein, donc souvent Ah le ouais. parent a l'impression qu'on a déjà commencé l'intervention de son enfant, mais nous, on est toujours dans les préparatifs. Donc, première chose, on endort l'enfant. Ensuite, on met tous les appareils de surveillance et on fait toutes les manipulations qu'il faut faire avant l'intervention. On prépare le patient, on le met sur le ventre comme on doit opérer le dos. Donc, il est couché sur le ventre sur la table d'opération. On fait l'opération qui dure environ 5, 6, 7, 8 heures, ça dépend un peu de la complexité. Ensuite, le patient, si possible, on le met debout le jour même, hein, tous les derniers patients, par exemple la patiente qu'on a opérée là, avant-hier, ben, on l'a mis debout, 1 heure après Ah être oui, sortie de la salle d'opération. oui. Une fois qu'elle est bien réveillée, hop, on la met debout. Elle fait 2-3 pas, elle se rend compte qu'elle peut marcher, que ses jambes fonctionnent bien, qu'elle est bien debout et c'est ça qui va vraiment, accélérer vraiment fortement Mmh. la revalidation, la guérison et le retour à la maison. Ah oui, donc d'emblée, on peut se On se remouvoir met direct. debout le jour même, si possible. OK. Alors chez les patients polyhandicapés, chez les patients plus compliqués, c'est pas toujours possible. Ouais. Alors on les met debout s'ils tiennent debout le lendemain. Si c'est un patient, qui a une scoliose neuromusculaire, on les remet assis le plus vite possible également. Et donc le lendemain, s'ils sont pas debout le jour même, ils sont en tout cas debout le lendemain, obligatoire, hein, là, Mmh. aux soins intensifs, les kinés, ils sont bien drillés. C'est obligé, ils ne peuvent pas quitter les soins intensifs sans D'accord. avoir été mis debout, hein, c'est vraiment obligatoire. Souvent, ils sont même assis dans le fauteuil dans la chambre de soins intensifs pendant, une demi-heure, 1 heure déjà le lendemain. Et puis après, la suite, c'est marche en fait, hein. Ils marchent d'abord un petit peu dans la chambre, un peu dans le couloir Mmh. et dès qu'ils ont fait les escaliers, ils rentrent à la maison. Ah oui. Souvent, quand on rentre à la maison, hein, on a l'impression que c'est une énorme opération, que ça va entraîner des douleurs abominables. Pas du tout, hein. La plupart des patients, ils rentrent à la maison avec juste du Dafalgan, hein, paracétamol et un petit anti-inflammatoire si nécessaire pendant quelques jours. OK. Et quand on revoit les patients en consultation 6 semaines après l'intervention, la plupart n'ont pris que des antidouleurs classiques, hein, Dafalgan anti-inflammatoire, Nurofen, Perdolan, que pendant 2-3 jours à la maison, et puis la plupart ne prennent plus rien du tout. OK. La constance, c'est qu'ils sont fatigués, hein, c'est une opération qui est quand même importante. Ils ont perdu beaucoup de sang, environ 600 millilitres de sang, mais qu'on a une machine qui récupère le sang, donc on retransfuse leur sang à eux. Et donc le fait d'avoir quand même perdu du sang, d'avoir une opération, d'avoir été endormi pendant plusieurs heures, fait Mmh. qu'ils sont quand même fatigués. Mmh, tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent malheureusement pas retourner à l'école tout de suite. Et donc c'est environ, comme j'ai dit, entre 4 et 6 jours d'hospitalisation. Et puis 3 semaines sans aller à l'école. Donc c'est environ 1 mois sans école. OK. OK. Alors souvent, ce mois sans école, inclut, maintenant on a à chaque fois 15 jours de congés scolaires. Mmh. On planifie les interventions, enfin, Pas trop louper, c'est les quoi. parents qui choisissent les dates, mais souvent, Ouais. il faut pour qu'il y ait chaque fois 2 semaines de vacances qui comptent dedans, comme Mmh. ça, finalement, ils ne ratent que 15 jours d'école. Et puis OK. après, quand ils reprennent l'école, la plupart des patients reprennent des journées d'école normales après, 1 mois après l'opération. OK. Merci pour, tous ces explicatifs. Voilà, bon, c'est un peu long, mais Au moins, on sait c'est tout. compliqué. On Voilà. va refermer, à l'instant ce volet scoliose, Vous écoutez le petit podcast. Oui, pour revenir sur quelque chose de peut-être un peu moins, chirurgical. oui, J'aurais voulu avoir votre avis sur, la sédentarité actuelle de nos enfants, sur, les mauvaises postures, les écrans qui prennent, oui, beaucoup de place à l'heure actuelle. Est-ce que vous observez déjà, des conséquences concrètes, en cabinet sur oui. la posture de nos enfants par rapport à ça? Oui, bien sûr. Alors, il y a 2 choses. Il y a la sédentarité, hem, globale et il y a l'écran, parce que ça entraîne de la sédentarité et il y a l'écran penché en avant comme ça. Ouais, donc c'est un Alors duo, oui, c'est des choses différentes, mais qui éventuellement enfin, évidemment peuvent être associées. Donc d'abord, les téléphones avec l'écran comme ça, pour moi, évidemment, c'est le pire, mais c'est le plus fréquent et donc la conséquence, la pratique, la plus, fréquente, c'est l'hypersyphose et donc c'est sûr que, les enfants qui sont toute la journée sur un téléphone comme ça, sur un écran penché en avant ou sous l'ordinateur ou à l'école comme ça penché en avant, hein, donc
l'hypersyphose posturale, elle est en majorité consécutive à ça, à Ouais, ouais, ouais. l'insédentarité et à la mauvaise posture. Autant, je réouvre vite rapidement une parenthèse, autant la scoliose, c'est pas dû à une mauvaise posture, c'est pas dû au port du cartable, autant l'hypersyphose, c'est clairement postural. Hein, donc c'est clairement corrélé à la sédentarité et à la mauvaise posture tout le temps en avant. Alors pour le coup, là, le discours avec les parents, il marche à chaque fois. Quand on Ouais. dit que ah ben, votre enfant, il est trop en syphose, ah ben oui, j'arrête pas de lui dire. Ça, c'est clairement un discours Incroyable. qui est tout à fait pertinent avec les parents qui comprennent tout de suite. Et donc, oui, nous, la première conséquence de la sédentarité, c'est l'hypersyphose. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence finalement l'hypersyphose? Ben, un peu comme la scoliose, ben, la syphose, elle peut s'aggraver de plus en plus. Et donc, l'enfant peut être finalement de plus en plus en avant. Mhm. Et à 15 ans, avoir une syphose de 90 degrés, être comme ça. Et une fois qu'il est en syphose trop important, ben c'est fini, c'est trop tard. Toute sa vie, il Ouais. sera comme ça. Donc la première conséquence, c'est d'abord la déformation esthétique. Le patient est bossu et il sera bossu toute sa vie. Mhm. La deuxième chose, c'est que contrairement à la scoliose, l'hypersyphose, elle est souvent douloureuse. Hein, quand on est trop en syphose comme ça, on a mal soit au sommet de la bosse, soit à la jonction entre les deux parties de la colonne qui ne bougent pas et qui bougent plus. Donc la colonne thoracique, elle est assez rigide, la colonne lombaire est assez souple, et la plupart des syphoses, ils ont mal à la jonction entre les deux. Mhm. Et donc les hypersyphoses entraînent fréquemment des douleurs. Et pareil, pour ça, le traitement, c'est de lutter contre la mauvaise posture et contre la sédentarité. Première chose, comme pour la scoliose, 1 heure de sport par semaine minimum. Mhm. S'il fait 1 heure de sport, c'est déjà bien, mais on prescrit aussi de la kinésithérapie, aussi avec de l'éducation posturale pour lui apprendre des exercices dans la vie de tous les jours pour se redresser. Et bon, un enfant qui fait déjà voilà, plus que 2 heures de sport par semaine, alors on n'est pas obligé de faire la kiné. Mais donc la première étape, c'est pas de le manipuler en kiné pour le croquer dans tous les sens, non, c'est de lui apprendre des exercices pour muscler son dos, donc pour Mhm. lutter contre en effet la sédentarité. On parlait du sport là pour d'une part pour les squelettiques et pour les Ouais. personnes ici en syphose. Est-ce qu'il y a donc 1 heure de sport par jour, c'est l'idéal? Y a-t-il un minimum Par semaine, 1 heure d'activité physique par jour, par 1 heure de semaine? sport par C'est pour semaine. l'OMS que vous me Ouais, parliez ouais, de par ouais. jour. Est-ce qu'il y a un sport que vous préférez parmi d'autres ou n'importe quel sport est bon? Alors, oui, le meilleur sport, c'est celui que l'enfant aura envie de faire toutes les semaines. Voilà, super, Hein, super donc c'est réponse. sûr qu'on J'aime n'envoie pas beaucoup. tous les scolioses à la natation. Oui, 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 La natation, c'est très bien, hein, c'est très tout à efficace. fait. L'escalade, par exemple, le scoliose, c'est très bien aussi, parce Mhm. que ça étire et ça renforce. Mais peu importe, hein, c'est ce que moi j'ai appris ça avec une de mes mentors, Marie Mousny à Saint-Luc, qui disait toujours ça à ses patients. La meilleure activité sportive, c'est celle que le patient aura envie de faire Oui, toutes les tout à semaines. fait. Et à l'inverse, est-ce qu'un excès de sport peut être problématique pour nos enfants? Pour tous les petits Oui, athlètes qu'on alors, rencontre? oui, voilà. Alors, la sédentarité, c'est un problème, mais l'excès de sport peut être un problème et peut engendrer toutes les ostéochondroses. Alors, je ne sais pas si on peut en On parler va en vite. parler, c'est la question suivante, donc Voilà, on peut on peut en envoyer suivre. là-dessus. Oui. Donc, euh, de, l'excès de sport, alors, faire du sport, c'est très bien pour rester musclé, mais l'excès du sport sur un squelette en croissance, voilà, c'est ça que je voulais dire, peut poser des problèmes aussi à cause de la croissance. À cause de l'excès du sport et à cause de la croissance, les deux ensemble font que ça peut poser problème. Les ostéochondroses, c'est quoi? C'est finalement un excès de traction de l'attache des muscles sur les os. Hein, l'attache des muscles sur les os, on appelle ça une anthèse, Mhm. et l'excès de contrainte sur les anthèses entraîne une ostéochondrose. Alors on ne parle plus d'ostéochondrite parce qu'il n'y a pas vraiment une inflammation locale, mais c'est vraiment un excès de traction, des surcharges répétées à l'endroit où le muscle s'attache sur l'os qui engendre ces problèmes-là. Ouais, ouais. Le plus fréquent, c'est au niveau du talon, hein, l'ostéochondrose de la grande tuberosité calcanéenne ou maladie de Sever. Donc c'est vraiment l'insertion du triceps sural sur la grande tuberosité calcanéenne qui fait qu'il y a un excès de contrainte sur la grande tuberosité calcanéenne qui donne des douleurs au talon. Ouais, ouais. Deuxième en fréquence, c'est les ostéochondroses du genou, hein, le quadriceps qui est le plus gros muscle du corps, qui tire fort là où il s'attache, soit sur la tuberosité tibiale antérieure, hein, maladie de Gutschlatter, ou sur l'autre côté du tendon rotulien, sur le pôle inférieur de la rotule, Mhm. qui est la même chose. Et donc, la cause de ça, ben, c'est soit l'excès de contrainte, hein, un gamin qui fait du foot 5 fois par semaine et qui est raide comme un piquet, ben, oui, c'est un problème. Et donc, la Tout à fait. première chose de traitement de ça, ce n'est pas, certainement pas
interdire aux patients de faire du sport, hein, ne pas justement interdire à ce garçon qui fait 5 fois du foot par semaine, de lui dire, ben voilà, t'arrêtes le foot pendant 6 mois, on se revoit dans 6 mois et on voit comment ça va. Donc pas du tout, hein. On disait peut-être ça il y a 30 ans, mais actuellement, c'est plus du tout le cas. Première chose, c'est pour diminuer les contraintes sur la tâche des muscles, c'est d'étirer les muscles. Si on allonge les muscles, ben, si les muscles sont plus longs, ils vont moins tirer Ouais. là où ils s'attachent. Donc ça, c'est la première chose, d'apprendre aux patients à faire des étirements. Mhm. Et la deuxième chose, c'est d'adapter l'intensité de l'activité sportive et la durée de l'activité sportive en fonction des douleurs. Donc si, encore une fois, ce petit footballeur qui fait 5 fois du foot par semaine, on peut peut-être lui dire, bon, on peut peut-être diminuer à 3 fois par semaine, et peut-être tu fais d'abord une demi-heure d'entraînement, et puis tu vois si tu as des douleurs qui apparaissent, alors tu peux peut-être arrêter un petit peu plus tôt que les autres, Mhm. plutôt que de l'arrêter tout à fait, et surtout tu fais bien les étirements avant. Donc c'est sûr que l'excès d'activité sportive peut entraîner ça, les ostéochondroses, et aussi les ostéochondrites. L'ostéochondrite, c'est vraiment là, il y a vraiment une inflammation, et ça, les osteochondrites, c'est plutôt épiphysaire, c'est-à-dire aux extrémités de l'os. Mhm. C'est comme une petite carie dans l'os, hein, c'est surtout aussi au niveau du genou, mais ça peut être aussi au niveau du dôme du, du talus, hein, l'os qui est vraiment en dessous du tibia. Et donc là, c'est vraiment un excès de contrainte. Hein, ça, pour le coup, c'est pas la raideur, c'est un excès de contrainte, vraiment trop d'activité en charge, trop de courses Mhm. par semaine qui fait que l'os finalement se fatigue et il y a comme une petite carie dans l'os qui se forme, vraiment comme dans une dent, et qui là nécessite là, malheureusement Un de arrêt. faire une vraie pause de sport parce que c'est vraiment la cause, c'est vraiment les contraintes. Ok. Et donc l'excès de sport peut entraîner vraiment Trouver finalement de vraies maladies. le juste milieu. Le juste milieu pour les ostéochondroses, et malheureusement, si on a fait trop, comme une ostéochondrite, Mhm. eh ben, il faut faire une petite pause jusqu'à ce que ça guérisse complètement. Donc en D'accord. effet, Ok. un juste milieu, pas dans l'excès de sport, mais dans les activités sportives, entre lutter contre la sédentarité, mais également lutter contre l'excès de sport et surtout le sport toujours le même. Ok. Voilà. Est-ce que dans vos prises en charge, quelle que soit pour les scolioses ou une autre, il vous est arrivé de refuser une opération alors que justement les parents voulaient aller vers cette Oui. opération et de finalement vous dire non, ce n'est pas nécessaire. Oui, bah oui, oui. Bah, par exemple pour les scolioses, hein, quand on a une Mhm. scoliose de 40 degrés qui ne progresse pas et qui ne pose pas de problème, Ouais. même si quand l'enfant se penche en avant, il a une gibbosité qui est quand même importante, c'est-à-dire une asymétrie des Ouais, oui. côtes, c'est-à-dire une bosse dans le dos. C'est déjà arrivé plusieurs fois que l'adolescente surtout et ses parents viennent en demandant une opération alors qu'il n'y a pas de raison. Hein. C'est l'évolution qui prime alors. Si ça augmente, c'est plus important que si l'angle est grand. C'est ça. Ok. Mais donc, oui, donc parfois il y a des fausses demandes. Les demandes en orthopédie, l'orthopédie c'est tout le squelette quand même, hein, donc ça veut dire qu'il y a parfois des déformations qui sont tout à fait bénignes et qui n'engendreront jamais aucun problème et pour lesquelles on refuse de faire les interventions. Oui, par exemple, des scolioses qui sont trop petites, Mhm. même si elles ont une gibbosité importante, donc une bosse dans le dos qui se verra toute la vie, Mhm. des déformations des jambes, comme on a dit, des genoux valgum, genoux varum, qui se voit, mais qui est en dessous du seuil pour lequel ça va poser problème à l'âge adulte. Des pieds plats, par exemple, c'est vrai qu'on n'a pas tellement parlé des pieds Non, plats, tout à mais fait. on a souvent des parents qui viennent et dans les décennies précédentes, on a opéré beaucoup de pieds plats, hein. Mes prédécesseurs ont parfois opéré beaucoup de pieds plats, et donc parfois toute la famille était opérée des pieds plats. On vient pour opérer le pied plat. Et donc oui, donc Une en gros, tradition c'est la familiale. tradition familiale d'opérer les pieds plats. Et donc par exemple, oui, le pied plat, hein, c'est tout à fait bénin. A priori, c'est très fréquent. Il y a des grands footballeurs qui gagnent des coupes du monde avec des pieds plats, et ça pose a priori aucun problème. Ok. Ok. Aujourd'hui, on porte beaucoup d'importance aussi sur la prise en charge de vos patients qui sortent de l'hôpital. Donc, la prise en charge ne se limite plus maintenant à l'hôpital. C'est quoi vos attentes par rapport à l'équipe pluridisciplinaire qui gravite autour de vos patients qui sortent de chirurgie? Oui. Bah alors il y a ceux qui sortent de chirurgie, mais il y a d'abord la grande majorité, c'est Oui, ceux qui ne sont pas de ceux qui ne sont chirurgie. pas Oui, oui, opérés. tout à fait. Hein, comme, nous, c'est quand même 80%, même 90% de traitements conservateurs. Oui, Donc, oui. la première, ben, le premier lien, c'est surtout avec les kinés, en fait. Hein. Nous, on est Mhm. vraiment
Nous, on prescrit 10 fois plus de kiné que de corset et que de semelle, par exemple. Donc, le premier intervenant, c'est pour ça qu'on organise le congrès aussi en partenariat avec les kinés, parce que nos premiers intervenants en orthopédie pédiatrique multidisciplinaire pour soigner le patient, c'est les kinés. Mhm. Ben, les kinés, comme on a dit, pour apprendre essentiellement, apprendre au patient comment faire chez lui. Hein. D'accord. Enfin, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, mais c'est plus de la kiné-massage, manipulation, tout ça, c'est pas trop pour l'orthopédie pédiatrique, c'est Tout à fait. plutôt apprendre au patient les exercices à faire à la maison, ou des postures, ou Mhm. comment se tenir mieux pour lutter contre les mauvaises habitudes. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est essentiellement nous avec les kinés qu'on travaille. Après, les patients qui ont été opérés, ben, il faut une bonne collaboration avec les infirmiers pour faire des soins Les infirmiers soins de plaie, tout ça, ouais. de qualité, et surtout nous interpeller s'il y a une plaie qui n'évolue pas bien, au médecin traitant aussi, et puis surtout reprendre la rééducation après, encore une fois avec le kiné, reprendre le renforcement Mhm. musculaire, la physiothérapie et la rééducation pour justement que l'opération serve à quelque chose. En Mhm. particulier, c'est moins vrai pour le dos, mais en particulier pour les genoux. Hein, pour une opération du ligament croisé de l'enfant, la rééducation elle est beaucoup plus longue que chez l'adulte. Et s'il y a 1 an de kiné, chez l'adulte, c'est parfois 6 mois de kiné. La reprise sportive, c'est 1 an et pas 6 mois, justement pour diminuer le risque de re-rupture. Et donc ça, c'est comme un petit peu un contrat qu'on fait avec le patient avant l'intervention. Avec le patient, mais aussi avec son kiné. On Mhm. donne, avant de décider pour l'intervention, on donne un protocole bien défini de rééducation pour après l'intervention. Mhm. Parce que si d'emblée on se dit oh non, moi je veux reprendre le sport dans 6 mois, ben alors on ne Oui, fait pas ça n'a pas, l'opération. c'est pas Et nécessaire. donc, je disais ça pour l'aspect multidisciplinaire, la collaboration là avec tous les autres intervenants, en particulier les sportifs de haut niveau qui sont dans des clubs où ils sont souvent super bien suivis avec des médecins sportifs, des kinés sportifs et des médecins physiques. Ils sont très bien entourés, mais on doit vraiment parler d'une seule voix et être tous dans le même, Dans la même direction, ouais. dans la même vision de la rééducation par rapport après une grosse opération. Ben, on doit tous voilà, aller dans le même sens pour Mhm. rééduquer de manière favorable notre patient sans brûler les étapes. Tout à fait. Vous avez dit beaucoup de messages forts et on voit bien votre état d'esprit par rapport aux prises en charge pédiatriques. Mais si aujourd'hui vous aviez un message en particulier que vous aimeriez diffuser aux parents, Oui. ce serait lequel? Mais d'abord, ne pas s'inquiéter. Oui, on l'a compris, D'abord, ne pas c'est s'inquiéter. Hein. vrai. C'est sûr que la plupart, je parle pour moi, mais on est environ une vingtaine d'orthopédistes pédiatriques en Belgique. On fait tous partie d'une même société belge d'orthopédie pédiatrique, et donc on fait tous la même chose. Hein. Et Mhm. donc, nous, on se connaît tous, on se réunit régulièrement, et donc on a tous les mêmes patients, on a tous les mêmes pathologies. Et donc, on rassure les parents hein, dans 80 ou 90% des cas. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Hein, il ne faut pas s'inquiéter si les pieds rentrent un petit peu. Il ne faut pas s'inquiéter si les pieds sont un petit peu plats. Il ne faut pas s'inquiéter si l'enfant a parfois un petit peu des mauvaises postures. Mhm. Mais il faut parfois contrôler, surtout stimuler son enfant à avoir une activité physique régulière et lutter contre la sédentarité. D'accord. Et quitte s'il y a une petite déviation, déformation qui doit être surveillée, mais on a le temps de voir venir, on peut tout à fait contrôler 6 mois, 1 an plus tard, euh, et surtout ne pas se précipiter. D'accord. Alors, j'ai encore une question pour vous, docteur. Si vous pouviez changer une chose en priorité dans la prise en charge orthopédique des enfants aujourd'hui, ce serait quoi? Oui. Alors une chose qui serait vraiment, qui est un petit peu le but dans tous les hôpitaux maintenant, mais qui n'est pas encore, je pense, atteint, partout, c'est vraiment si on pouvait, séparer vraiment les flux enfants-adultes dans tous les hôpitaux, hein, Mhm. avoir des salles d'attente dédiées expressément pour la pédiatrie, des bureaux de consultation, des infirmières qui ne sont que pour la pédiatrie, Mhm. un bloc opératoire qui n'est que pour la pédiatrie, où les enfants ne croiseraient jamais aucun autre adulte malade opéré. Ah oui. Voilà, ce serait quand même l'idéal, mais c'est compliqué. Ok, Je ne suis pas super. gestionnaire d'hôpital, mais c'est sûr que voilà, c'est en cours, c'est en route. Tout le monde a cette vision-là de garder les enfants, les adolescents dans un petit cocon Mhm. qui les sépare du monde adulte. Mais voilà, si j'avais un souhait, ce serait Logistiquement, peut-être c'est... que ça s'améliore encore. Ouais. D'accord.
Ben, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention dans le petit podcast. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Est-ce que vous avez une chose que vous aimeriez ajouter ou on a fait déjà un beau, un beau Non, tour je de... pense qu'on a fait, On a fait le je tour. pense qu'on a fait le tour de la question. Bon, oui, peut-être un message, c'est que aussi dans aussi les demandes de consultation qu'on a beaucoup, c'est soit une demande ou un renouvellement de semelles orthopédiques. Mhm. Il y a parfois des indications de mettre des semelles quand on a des douleurs, des déviations, essentiellement des membres inférieurs, euh, qui sont douloureuses. Alors les semelles permettent de pallier un défaut. Ok. Mais les semelles ne vont pas changer la croissance, elles ne vont pas changer la forme des pieds, elles ne vont pas changer la forme du dos, elles ne vont pas changer la forme des genoux, elles ne font que soutenir un défaut si ce défaut pose problème. Et donc Ok. en général, nous, la plupart, enfin tous les orthopédistes pédiatriques, la plupart des patients qui viennent chez nous, soit on essaie d'expliquer aux patients que les semelles ne sont pas indiquées, ou on essaie d'arrêter les semelles qui ont déjà été prescrites par Ouais, les ouais. prédécesseurs. Parfois difficile. Parfois difficile, Ouais. parfois c'est indiqué, mais c'est quand même Ok. assez rare quand même, Ok. que c'est vraiment un intérêt. Eh bien, merci pour cette précision complémentaire. On va s'arrêter là pour l'interview qui était très riche. Merci en tout cas pour votre déplacement, d'avoir joué le jeu avec nous. Et vraiment, ça m'a fait vraiment fort plaisir de vous avoir parmi nos professionnels de santé. Merci à vous aussi également de nous suivre sur le petit podcast. Vous êtes de plus en plus. N'hésitez pas à voir les autres podcasts qui sont disponibles sur Spotify et YouTube, évidemment en format short et réel sur Instagram, TikTok et Facebook. Likez, diffusez. C'est comme ça qu'on fait augmenter les audiences et que les messages sont passés au plus grand nombre. Merci beaucoup pour votre suivi. Encore merci à vous, docteur, pour votre Merci. présence. Merci pour l'invitation.